C'est pas des stéroïdes, pourtant ça y ressemble en tout point. Cette petite fiole, c'est des peptides. Et si vous traînez un tout petit peu sur internet, vous avez sûrement vu passer des promesses incroyables les concernant. Apparemment, ça pourrait accélérer la perte de gras, accélérer la prise de muscle, ça pourrait améliorer la récupération, avoir un effet anti-âge. En gros, c'est un peu présenté comme le nouveau cheat code naturel. Was like the best decision that I think I could have made for myself. This was me over the winter, and this is like 8 weeks later, so like 2 months later, I had lost probably 17 pounds. None of it was muscle, it was all just fat. But yeah, in my experience, peptides were safe, and I think it's been really good. Le problème, c'est que, vous en doutez, plus le discours est séduisant, plus il mérite d'être étudié. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de savoir ce qui relève véritablement de la science ou plutôt de l'influence marketing. Et si on rajoute à ça des retours d'expérience parfois très isolés, on a vite fait de plus savoir où donner de la tête. Parce que contrairement à des compléments bien étudiés comme la créatine ou des substances comme les stéroïdes anabolisants qui sont largement documentés, les peptides, ça reste quand même un sujet un peu flou. Pour vous donner un exemple, dites-vous que des études scientifiques sur la créatine, il y en a plusieurs dizaines de milliers. Des études scientifiques sur les stéroïdes anabolisants, il y en a plusieurs milliers. Des études scientifiques sur les peptides injectables, ah là, ça se compte à peine en centaines. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que font réellement les peptides dans votre corps et qu'est-ce qu'on peut raisonnablement en attendre? Et pour ça, il faut déjà essayer de comprendre ce que sont réellement les peptides. Concrètement, les peptides, c'est des petites chaînes d'acides aminés qui sont utilisées pour construire des protéines dans notre corps. En fait, les peptides, elles agissent comme un peu des messagers. Le but, c'est pas de provoquer une réaction, mais plutôt d'envoyer un signal qui va provoquer cette réaction. On peut les imaginer comme des transmetteurs qui vont interagir sur plein de choses différentes comme l'immunité, la croissance musculaire, la régulation de l'appétit, la régénération de certaines cellules, etc., etc. Les peptides, c'est des molécules qui sont naturellement présentes dans le corps, mais ils peuvent aussi être synthétisés artificiellement en laboratoire, ce qui est le cas de tous les peptides injectables qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui. On pourrait se dire que les peptides c'est quelque chose de nouveau, mais au contraire, c'est utilisé depuis des dizaines d'années dans la médecine. Et vous connaissez sûrement le plus populaire d'entre eux, c'est l'insuline, qui est utilisée depuis des dizaines d'années dans le traitement du diabète. Et c'est un excellent exemple parce que l'insuline, pour le coup, c'est vraiment un messager qui va permettre de réguler la glycémie en facilitant l'absorption du glucose par les cellules. D'ailleurs, les peptides, ça peut prendre un petit peu toutes les formes. Même si aujourd'hui c'est popularisé sous forme injectable, les peptides, ça existe un peu partout. Vous avez déjà rencontré des peptides de collagène à consommer en complément alimentaire ou dans certaines crèmes anti-âge ou crèmes hydratantes. Donc ça existe depuis longtemps, c'est populaire depuis longtemps, mais il y a un espèce de regain ces derniers temps avec l'apparition des peptides injectables et de leurs promesses un petit peu délirantes. Attention à bien faire la distinction entre peptides et hormones, c'est pas du tout la même chose. Parce que quand on parle de produits injectables, évidemment, la première chose qui nous vient en tête, c'est stéroïdes anabolisants. Et s'injecter des hormones, c'est quand même bien différent que s'injecter des peptides. Même si le processus est le même, le produit à l'intérieur des seringues est tout à fait différent. Et même si vous le verrez dans la suite de la vidéo, il y a des parallèles entre les deux, ils sont quand même très différents. Mais alors pourquoi ces derniers temps tout le monde en parle? Parce que oui, tout le monde en parle. Vous n'avez qu'à ouvrir Instagram ou TikTok et scroller quelques minutes en ayant tapé peptides dans la barre de recherche, et l'algorithme va vous inonder de témoignages et d'histoires toutes plus fulgurantes les unes que les autres. Mais selon moi, ce qui a marqué le début de la popularisation des peptides, c'est surtout tout ce qui s'est passé avec l'Ozempic. Au début, moi, je me suis dit, c'est un produit miracle. Ça va m'aider vraiment à perdre du poids. Ça y est, c'est certain, là, nouvelle vie, là. Et à la fin? C'est juste un produit super dangereux pour moi, en fait, maintenant. Alors en réalité, je devrais pas citer Ozempic parce que c'est une marque déposée par un laboratoire. Et ce qui fonctionne à l'intérieur de l'Ozempic, c'est justement le peptide synthétique qui mime l'action du GLP-1. Le but étant de réduire l'appétit et de perdre du poids et ou du gras. À la base, c'était utilisé pour les personnes souffrant d'insuline ou d'obésité, mais vous avez vu comment les choses se sont passées les 4-5 dernières années. Aux États-Unis, ça a été un raz-de-marée. Tout le monde s'est mis à utiliser de l'Ozempic, ça a commencé à arriver en France, et pour moi c'était la porte d'entrée vers tous les autres peptides injectables. Et quand on consulte ne serait-ce qu'un tout petit peu le contenu qu'on pourrait trouver sur les réseaux sociaux, on rencontre des promesses mais vraiment délirantes. Les peptides aident à réguler l'appétit, aident à construire du muscle, aident à réparer les blessures, aident à mieux dormir, aident à vivre plus longtemps, à avoir un meilleur bronzage. En gros, t'as l'impression d'être dans un magasin de confiserie, de choisir tes peptides pour avoir l'effet escompté. Mais la réalité est quand même un petit peu plus compliquée.
Et le souci, c'est qu'il y a eu toute une communication autour de ça. Alors moi, personnellement, je suis quand même pas mal consommateur de podcasts. Et quand je tombe sur des podcasts du type Modern Wisdom ou Joe Rogan, qui, disons-le, font un peu l'apologie des peptides, parce que les animateurs de ces mêmes podcasts en consomment ouvertement, c'est clair que ça contribue à la popularité de ce phénomène. Et le souci, c'est que ces personnes-là, c'est des cas isolés. Ils parlent de leur propre expérience, et pour Joe Rogan, par exemple, la consommation de peptides fait partie d'un cocktail de TRT et d'autres choses probablement obscures. I had a tendonitis in my elbow that I just could not fix. Yeah. I started using BPC 157. It was gone in 2 weeks. Yeah. Donc on ne sait pas réellement si les effets positifs qu'il décrit sont dus vraiment à sa consommation de peptides. Et je cite Joe Rogan et Modern Wisdom, mais c'est pas les seuls. Et ils font partie d'une culture un peu plus décomplexée, parce que la consommation de peptides aux États-Unis, j'ai pas envie de dire que c'est anodin, mais ça l'est presque. La discussion prend une toute autre tournure quand on entend des Américains parler de ça. D'ailleurs, de toute façon, ils sont aussi décomplexés sur leur consommation de stéroïdes. Donc c'est pas étonnant qu'ils en parlent de manière aussi décontractée, parce que pour eux, vraiment, c'est quelque chose d'anodin. Après, il y a quand même une partie de moi qui comprend un petit peu tout cet engouement. Parce que les promesses qui sont mises en avant par les utilisateurs de peptides, elles font quand même un petit peu envie. Et surtout, ils sont bien malins, parce qu'ils utilisent même un langage qui sort un petit peu de l'aspect médical pour décomplexer encore plus l'utilisation de peptides. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on n'entend plus peptides, mais c'est remplacé par d'autres mots, comme peppers, comme ratatouille, comme donuts, candy, des synonymes qui sont utilisés évidemment pour éviter tout problème avec la justice, mais ça fait clairement partie d'une stratégie de démédicalisation du truc, alors que ça reste quelque chose de purement médical. Et ça crée un petit peu parce que la consommation des peptides devient plus un acte médical, mais devient un acte soumis aux tendances partagées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'un des peptides les plus connus, le BPC 157, destiné à la régénération des tissus. On l'utilise pour soigner une blessure plus rapidement. Personne l'appelle le BPC 157, il l'appelle le Wolverine Shot. Donc c'est vous dire à quel point on en est arrivé à se comparer à des super-héros qui ont des capacités de régénération pour faire passer la pilule un petit peu plus facilement, ou faire passer la seringue dans ce cas-là. Et ça concerne pas que le BPC 157. Je suis tombé sur un article où apparemment il y a un peptide qui serait destiné à améliorer le bronzage qui s'appelle Barbie. Fantastique. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on fait face à beaucoup de contradictions pour des effets réels qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce qui est vendu. D'ailleurs, on entend souvent de la part des pro-peptides l'argument qui veut que c'est quelque chose de naturellement présent dans le corps. Donc, ça devrait pas poser de problème de santé. Donc, que c'est anodin d'en consommer. Un peu comme vous le feriez avec de la créatine ou de la protéine. Le problème, c'est que la science n'est pas tout à fait d'accord avec ça. On va se concentrer sur les plus populaires d'entre eux. Le premier, c'est évidemment le retatrutide. C'est ce qui est utilisé dans Ozempic, et c'est vraiment le régulateur d'appétit. Ou même pas régulateur d'appétit, c'est vraiment ce qui est utilisé pour supprimer l'appétit. Et il semblerait que ça fonctionne tellement bien que du coup, les personnes qui en prennent ne perdent pas que de la masse grasse, perdent de la masse musculaire, perdent même de la masse osseuse. Et je suis d'ailleurs tombé sur une étude très intéressante par rapport à ça. Il semblerait que les personnes qui soient passées par une cure entre guillemets d'Ozempic aient repris presque tout le poids perdu après avoir arrêté cette cure. Donc même si beaucoup parlent de révolution dans la perte de poids, faut bien réaliser que tout ça est à prendre avec des pincettes et qu'on manque encore un tout petit peu de recul. Ça dépend aussi des personnes qui le consomment, etc., etc. Ensuite, on a le BPC 157, le fameux Wolverine Shot. Le but ici, c'est de régénérer les cellules endommagées. Et pourquoi ça s'appelle BPC? C'est pour Body Protection Compound. Donc ça annonce bien la couleur. Le but, c'est vraiment de réparer, de protéger. Et c'est devenu très populaire dans le monde de la muscu et du sport parce que les effets sur les tendons et les ligaments ont l'air d'être assez intéressants, en tout cas, selon les personnes qui en font la promotion. On a aussi le TB500, qui est en général pris en conjugaison avec le BPC 157. Le principe est à peu près le même si les mécanismes sont différents. Et puis pour la prise de muscle, on a entre autres l'ipamoréline. Le but, c'est de stimuler la sécrétion d'hormones de croissance. Et du coup, je vous fais pas un dessin, de prendre du muscle plus rapidement. Le problème, c'est que ça a l'air de marcher sur d'autres cellules que les cellules musculaires. Et si vous faites grossir toutes les cellules, il y a des chances que vous puissiez faire grossir des cellules cancéreuses également. Et là, tout de suite, c'est beaucoup moins drôle. Le problème, c'est que sur toutes ces molécules, la science en est littéralement à ses balbutiements. Vous imaginez bien qu'en muscu, en diététique, sur la remise en forme en général, on n'attend pas une étude scientifique pour dresser des conclusions. On en attend des dizaines, parfois des centaines, voire même des milliers, pour être sûr que quelque chose est sans risque et qu'il fonctionne vraiment. Et là, pour tous les peptides dont on a parlé, et il y en a beaucoup, beaucoup plus, les études scientifiques se comptent parfois sur les doigts d'une main. Ou alors elles ont été faites dans de mauvaises conditions, avec le mauvais échantillon, etc. En clair, vous l'avez compris, la science pour l'instant ne dit pas grand-chose. Et même si elle dit quelque chose, il faudrait que ça puisse être confirmé par des dizaines d'autres études. Donc toutes les promesses liées à la consommation de peptides, aujourd'hui elles sont soit exagérées, soit complètement inventées. Et ça, vous allez me dire que c'est un gros problème, mais sauf qu'on est habitué. Et les gens n'ont pas attendu les peptides pour vanter les mérites de quelque chose qui ne fonctionne pas forcément. Attention, je ne dis pas que
c'est inutile et que ça ne fonctionnera jamais. Je dis juste que pour l'instant, les études scientifiques ne permettent pas de conclure que c'est vraiment efficace et que c'est vraiment sans risque. Je refais un parallèle avec la créatine. La créatine, on sait que c'est vraiment efficace et on sait que c'est vraiment sans risque. Et c'est le cas aussi pour plein d'autres compléments un peu plus classiques. Des études scientifiques sur le magnésium, il y en a des dizaines de milliers. Sur le zinc, sur la vitamine D, on est conscient qu'on peut les consommer sans risque et on est conscient des potentiels bienfaits. Pour les peptides injectables, c'est beaucoup plus flou. Et vous savez ce qui me dérange le plus? C'est même pas le flou qu'il pourrait y avoir autour des études scientifiques, c'est tous les risques qui sont liés à la consommation de ces peptides. Le premier risque qui me vient à l'esprit, c'est une consommation qui serait pas contrôlée. Je vais vous expliquer exactement comment ça va se passer. T'as un gars qui va prendre des peptides pour prendre du muscle, réguler l'appétit, mieux dormir ou je ne sais quoi. Il va prendre une certaine quantité basée sur les recommandations de son influenceur préféré. Déjà, première erreur. Peut-être qu'il aura des effets bénéfiques, mais ça sera peut-être un effet placebo. En aucun cas, on saura exactement si c'est grâce à l'injection de peptides ou à d'autres critères liés à son mode de vie. Il va se dire, c'est fantastique, ça fonctionne, j'en veux plus. Il va augmenter les doses qui n'étaient déjà peut-être pas adaptées à son profil. Il va s'apercevoir que ça marche de moins en moins, parce que la première fois quand ça a fonctionné, c'était sûrement psychologique. Il va encore augmenter les doses en espérant avoir les mêmes effets que la première fois. Ça ne fonctionnera pas. Effet secondaire, ajout d'autres peptides pour se faire un espèce de stack ultime. Et c'est là que les ennuis commencent. First peptide shot, I had side effects that I would say 99% of people do not have, and it was still worth it to me. But for that first probably 2 or 3 months, I barely ate anything. Like I was throwing up every day. I pooped my pants twice in one weekend in public. En plus de ça, je vais pas vous l'apprendre, mais il n'y a aucune régulation sur le sujet. Donc si aujourd'hui vous êtes en France et vous voulez consommer des peptides, va falloir les commander je ne sais où, dans un laboratoire qui n'est probablement pas régulé. Donc vous n'aurez aucune indication sur la qualité du produit que vous allez consommer. Et en plus de ça, ça n'aura pas été recommandé par un professionnel ou en tout cas validé par un professionnel. Ce qui est encore pour moi un gros red flag. Et c'est quand même assez incroyable que dans le monde de la musculation, du sport en général et de la remise en forme, on soit très attentif à ce qu'on consomme, c'est-à-dire les aliments et même les compléments, mais que certains vont quand même commander des peptides qui viennent de l'autre bout du monde sans aucune régulation, alors qu'ils font quand même un effort sur tout le reste. Là, niveau dissonance cognitive, je pense qu'on est pas mal. Et puis il faut pas oublier que certaines de ces molécules sont considérées comme du dopage. Certains de ces peptides figurent sur la liste des molécules interdites. Et on parle de l'Agence mondiale antidopage. Donc si vous faites de la musculation, que vous prenez des peptides et que vous vous qualifiez d'athlète naturel, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est plus le cas. Donc oui, c'est pas du dopage au même titre que les stéroïdes anabolisants, mais ça reste quand même du dopage. Et qu'est-ce que j'en pense, moi, personnellement? Est-ce qu'un jour, je pourrais prendre des peptides? Bon, à mon avis, vous avez déjà capté où je me plaçais par rapport à la consommation de ces trucs-là. Mais cela dit, je garde quand même un esprit ouvert. Pour moi, aujourd'hui, il est hors de question de consommer des peptides. De la même manière qu'il est hors de question de consommer des stéroïdes anabolisants. Pour moi, et attention, ça n'engage que moi ce que je vais dire, les personnes qui prennent des peptides aujourd'hui les utilisent comme raccourci ou comme substitut de bonnes habitudes qui auraient pu résoudre tous les problèmes auxquels ils font face. Réguler l'appétit, on peut résoudre ce problème avec un bon sommeil, une bonne alimentation et un bon entraînement. Prendre du muscle, on peut résoudre ce problème avec un bon sommeil, une bonne alimentation et un bon entraînement. Vivre plus longtemps, on peut résoudre ce problème avec un bon sommeil, une bonne alimentation et un bon entraînement. Vous commencez à voir où je veux en venir. Le souci, c'est que bien dormir, bien manger et bien s'entraîner, c'est long. C'est difficile, on met du temps à en voir les résultats. Et c'est clair que quand on commence à nous vendre un substitut qui s'injecte facilement et qui nous promet des résultats très rapides, ça commence à attiser la curiosité de certains. Mais pour moi, je vais pas me faire des amis en disant ça, ceux qui consomment des peptides et qui auraient pu avoir les mêmes résultats avec une bonne hygiène de vie, vous êtes des tricheurs. Et c'est exactement la même chose pour les stéroïdes anabolisants. Attention, je mets de côté les bodybuilders, les compétiteurs et ceux pour qui c'est le métier. Là, c'est une autre histoire. Mais si vous êtes un gars ou une fille lambda entre guillemets, que vous avez une hygiène de vie dégueulasse, que vous ne prenez pas soin de votre sommeil, que vous mangez n'importe quoi et que vous espérez que tous vos problèmes seront résolus par la consommation de peptides, non seulement moi je considère ça comme de la triche, mais en plus ça en dit long sur votre propre capacité à faire face aux problèmes. Après, pour nuancer un tout petit peu mes propos, lorsqu'on aura plus d'études scientifiques sur le sujet et lorsque ce sera encadré, peut-être que ces conditions pourraient justifier la consommation de peptides. Imaginez que dans 5 ou 6 ans,
On sait à quel point les molécules sont efficaces. On sait qu'elles ne posent pas de problème lorsqu'elles sont consommées de manière consciente. Elles sont prescrites par un médecin, comme pourraient l'être des injections de testostérone dans le cadre de TRT. Ah, du coup, c'est plus la même histoire. Mais il va falloir pouvoir justifier l'intérêt de prendre ces peptides. De la même façon qu'il faut pouvoir justifier l'intérêt de s'injecter de la testostérone. Et pour justifier ça, il va falloir faire des bilans sanguins, peut-être des bilans psychologiques. Ce sera pas aussi facile que de commander une fiole sur internet et de se l'injecter le lendemain. Je serais très curieux d'avoir votre avis sur les peptides dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai un avis un peu tranché, mais peut-être que vous serez un peu plus nuancé. Et n'oubliez pas aussi de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon de manifester votre soutien. Et dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai perdu 20 kg de gras en 12 mois, sans peptides, sans stéroïdes. Allez la voir parce que ça vaut le détour.